Bonjour et bienvenue pour cette conférence de presse de présentation du premier baromètre santé sociale AMF Mutualité Française. Territoire et mutuelles engagés pour répondre aux attentes des Français. Et ce matin avec nous, François Baroin, le président de l'Association des maires de France, et Thierry Baudet, le président de la Mutualité Française. Une trentaine de journalistes suivent cette conférence et vont pouvoir vous interroger, messieurs, à distance. Mais tout de suite, la présentation du baromètre, et je cède la parole à Séverine Salgado, qui est la directrice santé à la Mutualité Française. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette courte introduction. Donc effectivement, je vais vous présenter ce premier baromètre édité conjointement par l'Association des maires de France et par la Mutualité Française. Et dans ce baromètre, nous avons choisi d'explorer trois grandes thématiques que sont l'accès aux soins, la santé environnementale et l'action sociale. Autrement dit, l'action sociale, ce sont les équipements en faveur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou de la petite enfance. Alors, ces trois thématiques ont ceci de commun qu'elles présentent de très fortes inégalités territoriales. Mais pour autant, ces disparités, et c'est ce que va chercher à démontrer ce baromètre, ces disparités, elles n'ont rien d'inéluctable. Et ce baromètre est aussi l'occasion pour nous de vous présenter des initiatives conjointes, faites par des représentants mutualistes locaux et des maires, initiatives conjointes qui ont donc été mises en place pour apporter des solutions et des solutions au plus près du terrain par des acteurs locaux. Alors, première thématique, l'accès aux soins. Alors, quand on parle d'accès aux soins, finalement, l'équation, elle est somme toute assez simple. Nous avons d'un côté une demande de soins, c'est-à-dire les besoins de santé de la population, et de l'autre côté, nous avons une offre de soins. Et la demande de soins, eh bien, en France, elle est en hausse. Elle est en hausse constante depuis maintenant de nombreuses années. Et c'est du fait principalement à la fois du vieillissement de la population. Vous savez qu'en France, nous avons une espérance de vie qui est assez élevée, et puis un âge moyen de la population qui augmente. Et plus on avance en âge, et plus les besoins en santé sont importants. Nous avons aussi en France une fréquence des pathologies chroniques et des polypathologies. Je rappelle juste un chiffre, 35% des Français souffrent d'une maladie chronique en France. Et donc, c'est ce qui explique qu'il y a des besoins de santé qui augmentent fortement. Et si on regarde du côté de l'offre désormais, alors l'offre, elle a ceci de particulier en France qu'elle est à la fois mal répartie sur le territoire, mais elle se rétracte aussi inexorablement. Quelques indicateurs, vous avez la première carte sur la gauche, où on vous présente la densité médicale. La densité médicale, c'est le nombre de médecins généralistes qui est rapporté à la population française. Et vous voyez donc des départements qui sont plus ou moins foncés ou plus ou moins clairs. Et donc vous avez des disparités territoriales avec des écarts qui peuvent aller d'un département à l'autre de 1 à 2,5. La conséquence directe, c'est qu'aujourd'hui, plus de 11% des Français résident dans ce qu'on appelle un désert médical. Vous avez dans le baromètre la définition la plus commune du désert médical. 11% de Français, c'est 7,4 millions de Français. Ils étaient 5,7 millions en 2016. Donc vous voyez qu'il y a une accélération de la désertification médicale. Et si on ne fait rien, eh bien la situation elle va se détériorer. Et ça, c'est la carte que vous avez sur la droite, où vous voyez l'âge moyen des médecins, plutôt la proportion des médecins qui ont plus de 60 ans, donc qui sont plus proches de la retraite. Et vous voyez que c'est dans les départements où la densité médicale est finalement la plus faible que les médecins sont aussi les plus âgés. Donc elle va encore s'intensifier dans les années à venir. Vous trouverez aussi dans le baromètre des indicateurs sur le délai d'attente aux urgences, où vous voyez qu'il y a de très fortes inégalités selon les départements. Alors, la mauvaise répartition des médecins, elle n'est pas que numérique, elle est quantitative, elle est aussi en termes de tarifs. Là, ici, vous avez une carte qui vous présente la proportion de médecins qui pratiquent des dépassements d'honoraires. J'ai choisi un chiffre, 2 tiers des médecins spécialistes à Paris pratiquent des dépassements d'honoraires. Alors, je tempère de suite cet indicateur, parce que quand même, nous avons une écrasante majorité de médecins spécialistes qui ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires ou des tarifs modérés maîtrisés, c'est-à-dire qui sont bien pris en charge si vous avez une mutuelle. C'est 75% des médecins spécialistes, mais pour autant, c'est même 100% des médecins spécialistes dans certains départements comme la Creuse ou la Haute-Loire, mais pour autant, nous avons quand même une concentration dans certains départements de médecins qui pratiquent des dépassements d'honoraires.
Alors, une conséquence directe de ce que je viens de dire, et ça c'est une donnée qui ne figure pas dans le baromètre, c'est que 5,2 millions de Français en 2019 ont consulté en dehors du parcours de soins coordonnés, c'est-à-dire concrètement, ils n'ont pas consulté leur médecin traitant. Et pourquoi n'ont-ils pas consulté le médecin traitant? Tout simplement parce qu'ils n'en ont pas, c'est ce qu'ils nous disent, au moins pour 50% d'entre eux. Et c'est partant de ce constat que la Mutualité française et Anjou-Mayenne et la ville de Laval ont décidé de prendre une initiative assez originale à Laval, une initiative enfin, ils se sont dit, voilà, on va faire revenir finalement des médecins retraités, on va leur demander de revenir travailler quelques demi-journées ou quelques journées pour donner un coup de main aux médecins qui, eux, sont en activité. Alors, ces médecins retraités, que nous ont-ils dit? Ils nous ont dit, d'accord, on veut bien revenir, mais sous 2 conditions principales. La première, c'est qu'on revienne pour faire du soin, hein, c'est pas pour repartir dans des tracasseries administratives. Donc, on leur a proposé d'être salariés, ce qu'ils ont accepté. Et puis, l'autre condition, c'était de dire, d'accord, on vient, mais c'est pour une solution durable. Il n'est pas question de mettre un sparadrap quelque part sur l'hémorragie. Et quand on repartira définitivement, l'hémorragie reprendra de plus belle puisque la plaie n'aura pas été soignée. Et donc, notre idée, ça a été de proposer à des internes de médecine générale de venir, eux aussi, faire leur internat dans ce centre de santé, ce service médical de proximité de Laval, avec un pari un petit peu fou, hein, qui était celui de se dire, eh bien, peut-être que ces internes de médecine générale, finalement, une fois leur diplôme obtenu, ils s'installeront à Laval. Et le pari est en partie relevé, hein, puisque nous avons 3400 patients qui ont déclaré ce service médical de proximité comme leur médecin traitant. Et donc, ils ont enfin trouvé un médecin traitant. Alors, sans transition, la santé environnementale maintenant. Juste un chiffre frappant. 92% des Français estiment que l'environnement a un impact direct sur leur santé. Donc, l'heure n'est plus aujourd'hui à se demander s'il y a une prise de conscience ou pas. L'heure, elle est plutôt à se demander est-ce qu'on a réellement conscience qu'il y a de vraies inégalités territoriales en matière de santé environnementale? Est-ce qu'on a réellement conscience de ce que cela peut impliquer en termes d'action publique pour tous les acteurs, y compris les acteurs locaux? Alors, dans ce baromètre, je ne vais pas y revenir. Vous allez trouver plein de données sur la qualité de l'air extérieur-intérieur, sur la pollution atmosphérique, sur le radon, les perturbateurs endocriniens, mais je vais me concentrer seulement sur 2 indicateurs, sur l'impact de l'environnement sur certains cancers et sur la puberté précoce en France. Alors, s'agissant du cancer, les facteurs de survenue du cancer, hein, sont multiples et je ne suis pas la mieux placée pour vous en parler. Néanmoins, il est désormais prouvé que l'environnement a un impact sur certains cancers. Et ce qui est troublant, là aussi, vous voyez une carte avec une concentration, en tout cas une colorisation plus importante sur le nord de la France. Et donc, pour les cancers les plus fréquents, par exemple le cancer du sein, c'est la carte que vous avez à gauche, ou le cancer de la prostate, on observe une prévalence plus forte dans certains endroits. On a une surmortalité qui est supérieure de 10% dans les Hauts-de-France sur le cancer du sein. On a aussi une surmortalité, par exemple, dans les Antilles françaises pour le cancer de la prostate. La puberté précoce, alors là, c'est l'autre carte, ce qui est a priori mise en cause ici, ce sont les perturbateurs endocriniens. Alors les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas que les biberons, hein, les contenants alimentaires, c'est aussi la qualité de l'eau, c'est aussi les pesticides qui sont utilisés. Et vous voyez là que vous avez quelques régions qui sont particulièrement touchées par la puberté précoce. La carte qui vous est montrée ici, c'est la puberté précoce chez les petites filles. Alors quelle initiative avons-nous choisi de mettre en avant dans ce baromètre? C'est une initiative, une opération qui porte sur la qualité de l'air intérieur. Pourquoi la qualité de l'air intérieur? Parce que nos enfants, eh bien, ils passent plus de 90% de leur temps à l'intérieur. Nos enfants ne jouent plus à l'extérieur aujourd'hui. Et l'air intérieur, on le sait, il est parfois plus pollué que l'air extérieur. Alors on pense assez spontanément aux solvants, on va penser aux peintures également, mais pas que. Est-ce que, par exemple, qui sait que le radon, qui est un composant de la géologie de nos sols, qui sait que le radon est la 2e cause de cancer du poumon après le tabac et avant l'amiante? Et donc si vous vivez dans les Vosges, si vous vivez en Bretagne ou si vous vivez en Guyane, eh bien, vous êtes plus exposé qu'ailleurs au radon. Et la santé environnementale, elle a ceci de particulier que quelque part, même si on adopte de très bons comportements en termes d'hygiène de vie, finalement, ça s'impose à nous et il y a des choses qui, en partie, nous échappent.
Alors Bulder, c'est quoi? Bulder, c'est une opération, c'est une action qui est organisée par la Mutualité française et par certaines communes des Hauts-de-France. C'est une opération de sensibilisation aussi bien des enseignants que des jeunes enfants, des élèves de CM1 et CM2 sur le long terme, c'est-à-dire le long terme pour un enfant, c'est une année scolaire. Donc sur l'année scolaire, ils ont des travaux en classe où on les sensibilise aux enjeux écologiques et environnementaux. Et puis ensuite, il y a un temps fort en fin d'année où les classes se retrouvent entre elles et discutent, échangent sur l'environnement. Et quand on sait à quel point les enfants sont prescripteurs d'opinion auprès de leur entourage proche, on se dit que c'est une action qui doit être durable. Sans transition toujours, l'action sociale, c'est la dernière grande thématique. Alors l'action sociale, toujours là aussi, je me répète, des situations très contrastées, mais là peut-être un petit peu plus paradoxales par rapport à ce qu'on peut imaginer. Par exemple, sur les équipements en EHPAD, vous voyez qu'on a des territoires ruraux qui finalement sont mieux équipés que dans des départements où il y a de plus grosses métropoles. Alors c'est une bonne chose évidemment pour les résidents de ces territoires ruraux. On peut se dire aussi, si on le met en relation avec l'offre infirmière qui est beaucoup plus faible dans ces territoires que dans d'autres, que quelque part, la liberté de choix de résider où on le souhaite, en EHPAD ou à son domicile, est peut-être plus difficile à respecter dans ces territoires que dans d'autres territoires. Et puis, autre équipement social qui est très important pour l'attractivité d'un territoire, celui de l'accueil des jeunes enfants, c'est-à-dire les enfants de moins de 3 ans, autrement dit les crèches ou les modes d'accueil individuels. Là aussi, des disparités très fortes. Là, vous avez les taux d'équipement. Vous voyez que sur la partie ouest de la France, nous avons beaucoup plus d'équipements qu'ailleurs, avec des départements qui ont un équipement plus de 2 fois supérieur à ceux des départements les moins bien dotés. Et je citerai un seul chiffre, 33% des petits habitants de Seine-Saint-Denis seulement sont accueillis en mode de garde formelle, c'est-à-dire individuel ou collectif, 32%, lorsqu'on sait que la Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre de la France métropolitaine. Donc je vous laisse méditer ce chiffre et juste pour vous présenter une dernière initiative, la Cité des aînés à Saint-Étienne, initiative qui a été mise en place par le groupe Aesio Santé et par la ville de Saint-Étienne. Je ne vais pas peser mes mots, c'est un concept qui révolutionne complètement la prise en charge des personnes en situation de perte d'autonomie. C'est quoi la Cité des aînés? Vous le voyez, vous avez une vue aérienne de cette cité. C'est un village dans la ville avec à la fois des équipements pour recevoir les personnes âgées, quelle que soit leur situation de perte d'autonomie, et puis des lieux d'accueil collectifs complètement ouverts sur la ville avec des commerces, des restaurants, une place de village où d'ailleurs la ville de Laval présente des programmes culturels. Et l'idée, c'est un endroit qui est pensé complètement pour accueillir le plus sereinement possible les résidents et leurs familles, pour leur donner envie de venir les visiter, et bien sûr une prise en charge innovante et dans les plus grandes qualités de sécurité qu'on puisse imaginer pour les personnes âgées. Voilà, je vous remercie. Merci à Séverine Salgado. Et la présentation maintenant donc, de ce baromètre va être suivie des questions posées par les journalistes, mais d'abord peut-être une réaction des deux présidents. François Baroin, c'est une première que ce baromètre santé sociale avec une compétence qui n'est pas toujours très bien définie pour le bloc communal s'agissant de la santé. Alors c'est une première et on s'en félicite. Ce baromètre est riche d'enseignements à tous égards. Pour les élus que nous sommes, nous le savions. Nous savions le désert médical dans une bonne partie de notre territoire. Nous savions aussi la dégradation. Il y a dans certaines régions parfois 20-25% de médecins en moins annoncés dans les 5 ou 6 années qui viennent. Donc ça veut dire qu'il y a une réalité actuelle. Et puis il y a aussi une anticipation avec un nombre croissant d'une partie de notre population qui n'aura pas accès à une qualité de soins qui par ailleurs fait partie des demandes. C'est la raison pour laquelle, avec le président de la Mutualité française, nous avions imaginé que dans la séquence du Congrès des maires, qui est le grand rendez-vous de la République, il y ait systématiquement chaque année un point sur l'évolution de l'offre de soins d'une part et de la possibilité de s'adapter dans chaque territoire. C'est la raison pour laquelle nous avons, à la lumière de la crise que nous traversons, aussi formuler des propositions en termes de réorganisation de santé. L'État a sa mission régalienne, mais les territoires, les régions, les départements, les communes et les intercommunalités doivent devenir des acteurs en rang 1 ou 1,5 des politiques de santé de proximité. Nous avons formulé par exemple la proposition que le président de région soit coprésident
des agences régionales de santé, les fameuses ARS, pour justement avoir un pilotage territorialisé. Nous avons formulé une proposition qui fait désormais l'unanimité, à l'exception du dialogue que nous avons avec l'État sur ce sujet pour l'instant, puisque nous n'avons pas d'accord, que tout le médico-social, ce qui a été évoqué par Mme Salgado concernant notamment l'organisation des EHPAD, des initiatives de ville, une cité des aînés à l'intérieur de la ville de Saint-Étienne ou des animations du côté de Laval ou plein d'autres communes de taille plus modeste qui prennent des initiatives de cette nature, soit au cœur, le médico-social doit venir sous l'autorité des départements. Enfin, pour ce qui concerne les villes, où la population est plus dense et où elle est un peu plus intégrée dans des bâtis qui sont un peu plus compliqués. On intègre l'évolution négative de la bosse démographique concernant la médecine de ville. On intègre également le décalage qui existe entre un centre hospitalier universitaire et celui qui ne l'est pas, c'est-à-dire celui qui est accolé à une faculté de médecine pouvant disposer d'internes avec des urgences donc un peu mieux gérées, et les autres. Et là, nous souhaitons à nouveau retrouver le chemin d'une administration pour le maire de son hôpital, avec la définition et l'écriture de son projet d'établissement, la possibilité d'investir. Il faut donc des nouveaux véhicules législatifs pour que les maires ou les intercommunalités puissent être des acteurs du financement de la médecine généraliste, de la médecine hospitalière, de l'obligation de rapprochement public-privé. Bref, cette espèce de Big Bang médical, territorial, qui est le chemin à suivre. Ça ne remet rien en cause sur la responsabilité de l'État de nous protéger contre des épidémies globales, mais ça remet un peu plus en question la nécessité de territorialiser, c'est-à-dire d'être au plus près du coin de la rue pour les gens en matière d'accès aux soins. Merci François Baroin. Alors Big Bang, dites-vous, comment du côté des acteurs de santé, comment du côté de la mutualité française, Thierry Baudet, on est dans cette politique du coin de la rue, au plus près, disiez-vous François Baroin? Oui, mais mutualité a toujours rimé avec proximité. Et pour reprendre ce que vient de dire le président Baroin, moi je veux simplement souligner le rôle grandissant que jouent les territoires dans notre pays. Et nous, les mutualistes, nous insistons sur le fait qu'il est nécessaire de faire plus encore pour profiter pleinement de la capacité d'initiative et d'innovation au plus près du terrain. Il y a finalement peu, nos territoires étaient souvent pensés autour de quelques métropoles de taille suffisante pour prospérer dans la mondialisation et, disait-on, entraîner les territoires environnements par effet de ruissellement. De nombreux travaux, puis peut-être surtout la crise des Gilets jaunes, sont venus mettre à bas ce conte de fées. Le modèle métropolitain laisse de côté beaucoup de notre pays, que ce soit le périurbain, les territoires ruraux, les petites villes et moyennes, voire les marges métropolitaines elles-mêmes. Et je trouve que notre baromètre, comme Séverine Salgado l'a montré, en témoigne et illustre les besoins bien réels dans l'ensemble de nos territoires. Puis j'ai envie d'ajouter, malheureusement est venue la Covid. Elle a montré, nous semble-t-il, les limites d'un État rattrapé par la soudaineté et l'ampleur du phénomène, ayant de grandes difficultés, au moins dans une première phase, à s'ajuster aux acteurs locaux. Et si notre système a tenu, nous, les mutualistes, en observant ce qui s'est passé, mais aussi à travers nos propres structures, on a constaté que c'est souvent en court-circuitant, d'une certaine manière, la lourdeur des processus de décision pour plus d'efficacité, que les femmes et les hommes qui font le système de santé sont parvenus à faire face à l'épidémie. Et je trouve que d'une certaine manière, la Covid a remis à l'honneur l'idée de subsidiarité qui enjoint intelligemment des proximités, permet d'organiser les politiques publiques au niveau le plus pertinent. Et elle a montré les apports inestimables de l'inventivité locale. Peut-être dire que pour demain, cette crise du Covid, elle esquisse, nous dit-on, la perspective d'un exode urbain qui pourrait bouleverser nos équilibres territoriaux sous la double influence des connexions numériques et de nouveaux modes de vie. Et j'aime à relever que pendant la Covid, la santé de proximité a été largement incarnée par l'acte médical qui a littéralement explosé durant le confinement, à savoir la téléconsultation.
je veux marquer aussi les limites de la téléconsultation qui, naturellement, ne peut pas remplacer la médecine de premier recours, de contact, de proximité. Mais on voit bien que la question territoriale est en train de changer. Peut-être simplement dire que nous, mutualistes de terrain, à notre place, nous voulons être acteurs de ce tournant local, de cet équilibre nouveau entre local et global, de cette coopération repensée entre des territoires porteurs de solutions et un pays engagé dans des transformations majeures. Et nous pensons que pour profiter à plein de cette nouvelle alliance de l'État et des territoires que nous appelons de nos voeux, il faut passer par l'expérimentation locale. Et on voit bien à travers notre baromètre qu'il y a des bifurcations nombreuses que nous devons réussir et qu'en démultipliant expérimentation, initiative sur le terrain, on gagne du temps. C'est très précieux et on a vu que pour ce qui nous concerne, les préoccupations en matière d'accès aux soins, de santé environnementale ou encore d'action sociale, elles sont majeures. Pour tout dire, nous croyons plus que jamais au fait qu'il faut faire le pari des territoires, le pari des acteurs, le pari de l'intelligence collective. Et peut-être pour conclure, dire que sur les questions de santé, c'est vraiment très important. Ça n'est pas vrai que sur les questions de santé, mais c'est très important sur les questions de santé. La santé ne peut être réduite à un schéma national et vertical se déclinant partout de la même manière. D'autant qu'on le sait tous, la bonne santé dépend de toute autre chose que des seules politiques de santé. Les considérations de bien-être sont à prendre en compte, les questions de transport, de logement, d'exposition aux risques environnementaux, d'accès à l'eau, d'alimentation dans les écoles, dans les crèches, tout ça, ça a un impact. Et ce sont les raisons pour lesquelles, de notre point de vue, il faut plus d'autonomie sur les territoires pour construire avec les acteurs locaux des réponses adaptées. Peut-être dire que la mutualité est un acteur de terrain. Nos mutuelles et unions mutualistes font, Monsieur le Président, partie des interlocuteurs réguliers des maires. Nous pouvons, on l'a montré, construire et apporter ensemble des réponses et solutions innovantes. On le fait déjà. Je trouve que ces réalisations qui portent leurs fruits, elles nous encouragent à poursuivre nos efforts communs. Nous, on est disponibles pour travailler avec vous, à vos côtés. Ce premier baromètre, finalement, il en appelle d'autres. Vous avez dit, on se donnera un rendez-vous à Noël et je ne doute pas qu'ensemble, on saura améliorer les indicateurs qui ont été présentés par Séverine. Merci Thierry Baudet. Alors, on va prendre les questions qui peuvent nous être envoyées dès maintenant. Allez-y, posez vos questions. Peut-être, moi, poserais-je la première question à François Baroin, qui a évoqué cette gouvernance qu'on appelle un peu multiniveau, région, département, commune, bloc communal, pour avoir une nouvelle politique de santé à partir des territoires. Alors, avec un équilibre avec des politiques nationales, mais on voit que votre plateforme Territoires Unis veut reprendre l'initiative sur les politiques de santé. Oui, bien sûr. On a écrit au Premier ministre, au ministre de la Santé, au Président de la République d'ailleurs, pour lui dire on doit tirer collectivement les leçons de la première partie de l'arrivée du Covid sur notre territoire. Et au fond, l'impuissance de l'État qu'il a montré, bien malgré lui, et avec toute une série de raisons, ça c'est aux commissions d'enquête de le démontrer, et l'échec qui a été celui porté par l'État au titre de la protection en matière de santé, qui a été l'échec de la logistique. Ce qui n'a pas marché, j'évoquais le coin de la rue, là j'évoque le dernier kilomètre. Ce qui n'a pas marché, c'est l'accompagnement jusqu'au dernier kilomètre pour que chaque Français puisse être en situation de posséder des masques, des éléments de protection, soit dans un cadre géographique, protecteur et un environnement qui ait le même degré d'intensité de protection que celui qu'on pouvait trouver dans les grandes métropoles, celles qui sont un peu mieux équipées naturellement que nos petits territoires. À la lumière de ce qui s'est passé, le président Baudet l'a évoqué, nous avons été agiles, les entreprises ont pris des initiatives, il faut saluer leur travail, et les collectivités locales, c'est-à-dire les régions, les départements, les maires, ont pris également d'autres initiatives, fait jouer leur réseau, mis en place des dispositifs d'accompagnement logistique, mis à la disposition des agents des collectivités locales pour l'acheminement des masques, des blouses, des gants, de la protection, pour couvrir la médecine de ville. Parce que l'autre problème, et c'est le deuxième point, c'est qu'au fond, cette verticalité qu'on évoque souvent sur beaucoup de sujets, il est
extraordinairement frappant s'agissant du ministère de la Santé, donne des ordres, il y a des ARS derrière, assez lointaines, qu'on connaît peu, avec des correspondants qui sont toujours de très bonne volonté, mais qui ont un lien avec le ministère de la Santé, rarement avec le préfet. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé, en ma qualité de président des maires de France à l'époque, à M. Castex, M. Déconfinement, que les préfets de département, 2 départements, pas les préfets de région, 2 départements, reprennent l'autorité sur toutes les administrations de l'État pour qu'on ait un seul interlocuteur dans un bassin de vie de proximité, je dirais, à taille raisonnable. Et enfin, 3e élément, nous souhaitons être des acteurs, effectivement, de la santé. Nous ne contestons pas le ministère de la Santé dans son rôle de lien à l'international, suivi épidémique, lien avec les laboratoires, réflexion globale, protection, immunité, etc. Ça, c'est son rôle, c'est son travail, c'est du régalien. Au fond, c'est l'ordre public de la santé sous l'autorité du ministère de la Santé. Mais on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Et il s'est passé beaucoup de choses. Et donc, il faut, en quelque sorte, combler les différents étages. La présidence par le président de région, aux côtés du préfet de région, pour le coup, des ARS, ça changera beaucoup de choses. Parce que derrière, vous aurez une déclinaison un peu comme des poupées russes dans chacun des départements d'un lien direct entre l'État départemental et les élus départementaux. Et les maires, ils sont probablement la première et la dernière porte vers laquelle on se tourne, dans tous les sujets, y compris désormais en matière de santé. Or, le maire, il n'a aucune responsabilité en matière de santé. L'état d'urgence sanitaire lui a retiré d'ailleurs tous ses pouvoirs de police. Donc, il n'est qu'un agent de l'État au service de politiques qu'il n'a pas choisies. Alors, il vaut mieux les coordonner, mieux les anticiper. Et l'investissement aux côtés de la médecine de ville, l'investissement dans l'immobilier de santé, l'investissement aux côtés d'un hôpital, l'investissement aux côtés d'un partenariat public-privé, c'est un élément de priorité d'investissement public porté par les collectivités que beaucoup de maires souhaitent désormais s'approprier. Alors, on attend toujours les questions, mais on a vu dans la présentation du baromètre l'importance de la santé environnementale. Et là, effectivement, les maires, quand ils font des agendas 21, quand ils font des programmes nutritionnels dans les cantines, quand ils améliorent la qualité de l'eau, de l'air, ont une politique de prévention. On n'a pas toujours d'ailleurs cette culture de la prévention. On est surtout généralement sur l'offre de soins quand on parle santé. Et peut-être, Thierry Baudet, vous évoquiez donc des initiatives avec des médecins salariés. Est-ce que c'est le grand retour des dispensaires et la fin de la médecine libérale qu'il faut craindre ? Ce n'est pas le grand retour des dispensaires ou la fin de la médecine libérale, mais par contre, ce dont nous sommes persuadés, c'est qu'il faut, du point de vue des Français, sortir de l'exercice isolé. Séverine Salgado a montré que beaucoup de nos concitoyens n'avaient pas accès à un médecin traitant. Nous, ce que nous proposons, c'est de généraliser l'exercice collectif pour créer ce que nous appelons des espaces pluridisciplinaires de santé. Et quand on parle d'espace, on ne donne pas le mode d'emploi. C'est aux professionnels de santé sur les territoires de s'organiser comme bon leur semble. Certains souhaitent continuer pleinement. On peut coopérer en agissant dans un mode d'exercice libéral, on peut coopérer à travers une médecine salariée et on peut coopérer à travers des modes d'exercice mixtes. Ce qui est important, c'est de créer ces espaces collectifs et d'une certaine manière d'accélérer probablement dans ce qu'on appelle aussi l'association, la délégation de tâches, le transfert de tâches. Et l'idée que nous avons, quand on se place du point de vue des Français, c'est de remplacer finalement l'idée du médecin traitant par une équipe médicale traitante. Et ça permettra de mieux assurer la continuité d'accès aux professionnels de santé. Et là aussi, nous pensons que ce sont vraiment les acteurs locaux, les professionnels de santé eux-mêmes. C'est les professionnels de santé eux-mêmes qui peuvent dire comment ils souhaitent s'organiser. Et les élus locaux, naturellement, sont en première ligne. Monsieur Barouin vient de l'exprimer. Et nous-mêmes, les mutualistes, nous pouvons aider à apporter des solutions concrètes. Un mot sur la prévention. Vous l'avez évoqué parce que je trouve que cette crise, elle a montré que dans notre pays, nous avons un véritable déficit en matière de culture, de santé publique, de prévention. Alors, pour autant, tous les ministres de la Santé, les uns après les autres, parlent de prévention. Nous parlons tous de prévention et la prévention est le parent pauvre de notre système de santé. Nous en concluons que là aussi, la question territoriale est importante pour changer de braquet. Si nous voulons véritablement avoir
des politiques de prévention ambitieuses, alors il faut en faire un sujet, j'allais dire, politique au sens noble du terme. Il faut que ce soit débattu, il faut qu'on puisse mobiliser tous les acteurs qui concourent à une politique de prévention. Ce ne sont pas uniquement les professionnels de santé, c'est bien sûr d'abord les professionnels de santé, mais c'est aussi les enseignants. On a vu la fameuse expérience Bulder, c'est les enseignants, les éducateurs, les acteurs du monde de l'entreprise. Ça concerne naturellement les politiques de transport, d'aménagement urbain. Et pour toutes ces raisons-là, le président Baroin a fait référence à la région. Nous pensons que la région pourrait être un échelon tout à fait pertinent pour porter véritablement des politiques de prévention qui soient beaucoup plus efficaces. Alors, on a une première question, qui est une question d'actualité, et qui est posée par Emmanuel Strosser de Maire de France. Au regard des premières leçons de la crise liée au Covid-19, comment allez-vous appréhender dans les prochains jours les campagnes de vaccination? Et dans ce cadre, quel doit être le rôle de la commune? Alors c'est à l'État de définir le cadre général de cette vaccination de grande envergure. C'est à la Haute Autorité de Santé, dans le cadre réglementaire, de prescrire évidemment toutes les autorisations. Et c'est à l'État de fixer le cadre. Nous avons dit, quand je dis nous, ce sont les régions, les départements, les communes, c'est-à-dire territoires unis, nous avons dit à l'État notre disponibilité pour les aider, les accompagner selon le rythme qu'ils souhaitent, selon les publics évidemment qu'ils définissent comme étant prioritaires en lien avec la Haute Autorité de Santé, et selon le cadre général d'une vaccination de plus grande envergure. Nous comprenons qu'il y aura plusieurs étapes, nous comprenons qu'il y aura des publics prioritaires, semble-t-il les personnes âgées dans les EHPAD. Nous avons insisté dans notre courrier sur le consentement obligatoire avant toute vaccination, quel que soit l'âge de la personne et évidemment quel que soit le lieu où cette personne se trouve. Le consentement à la vaccination est un élément qui permettra de restaurer le cadre général d'une politique de confiance partagée entre les citoyens, l'État dont c'est la mission et les collectivités locales que nous sommes. Alors, autre question qui est posée par Monsieur Tomaso de Viva Magazine. Récemment, il y a eu des annonces sur la loi Ma Santé 2022 qui pourrait avoir une mission dans les crises sanitaires. Est-ce que les contrats territoriaux de santé sont la bonne solution? Est-ce que la mutualité va s'y associer? C'est une question, de Anne-Marie Tomaso de Viva Magazine. On voit bien que le territoire est effectivement un territoire de santé. On l'a dit, les conditions économiques, sociologiques peuvent varier d'un territoire à un autre. On ne peut pas, je le disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir une conception nationale de la santé qui pourrait se décliner de manière uniforme sur l'ensemble des territoires. On a aujourd'hui des schémas régionaux d'organisation sanitaire ou médico-sociale. Oui, les contrats locaux de santé sont des dispositifs importants et les mutualistes sont prêts à y prendre leur part et toute leur part. Moi, ce que je trouve très, très intéressant dans les contrats locaux de santé, c'est que finalement, tous les citoyens, d'une manière ou d'une autre, aspirent à être acteurs de ce qui les concerne plutôt que spectateurs de ce qui leur arrive. Et finalement, en faisant le pari des territoires, en faisant le pari des acteurs locaux, je pense aussi que ça recrée du lien, ça redonne force et vigueur d'une certaine manière au collectif. Et de ce point de vue-là, ça me paraît très important. Alors, une question à François Baroin, question posée par Philippe Potier-Spéry de The Pro Territorial. Pouvez-vous revenir en détail sur ce que pourraient être les nouvelles responsabilités des communes et des intercommunalités en matière de santé? Puisque vous avez évoqué les 3 niveaux, mais là, sur le bloc local, quelles doivent être ses interventions et ses compétences? Alors, le maire est évidemment le porte-parole des intérêts de sa commune. Il est l'animateur d'une équipe à l'intérieur duquel se trouve un certain nombre d'agents des collectivités locales. Il est souvent, s'il le souhaite, mais la plupart du temps c'est le cas, le président du conseil de surveillance de son hôpital. C'est un conseil de surveillance, ce n'est pas un conseil d'administration. C'est-à-dire, pour résumer, vous êtes quand même un peu sur la cheminée et puis vous regardez ce qui se passe. On souhaite la restauration du conseil d'administration. Je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que j'ai participé à des majorités ou à des gouvernements qui ont fait évoluer
mais on a le droit de tirer les leçons de nos expériences. Et je pense qu'un maire, et j'ai été maire, président de conseil d'administration et maire de président de conseil de surveillance, je préfère un maire, président de conseil d'administration. Parce que ça permet d'être un acteur de la définition du projet d'établissement. Ça permet d'être un acteur et quelqu'un qui donne l'impulsion pour favoriser le rapprochement avec le privé. On voit bien qu'il y a des problèmes de culture. D'ailleurs, le ministère de la Santé, exclusivement centré autour de la politique publique, a mis de côté, sans presque s'en rendre compte, la médecine de ville au départ. Qui a protégé la médecine de ville? Les sages-femmes, les aides-soignantes, c'est-à-dire qui a distribué des masques aux médecins pour pouvoir protéger ou tester les patients au moment de la première phase du Covid? Ce sont les maires. Ce n'est pas le ministère de la Santé. Donc le rapprochement public-privé permettrait avec un conseil d'administration de fixer un cadre qui serait l'élément du projet d'établissement. On a besoin de véhicules législatifs pour répondre à la question de votre journaliste spécialisé sur le fait qu'une collectivité locale, que ce soit une commune, que ce soit une intercommunalité, que ce soit un département, puisse acheter pour l'hôpital un scanner, un nouvel outil spécifique demandé par tel ou tel service ou chef de service, la possibilité d'être un investisseur en dehors des zones d'aménagement concertées où on fait les places de parking, où on fait les rues, où on aménage le rond-point, mais on n'est pas un opérateur de l'investissement dans un nouveau bloc d'urgence ou un nouveau bloc opératoire. On veut pouvoir aussi ouvrir le débat entre la fonction publique hospitalière et territoriale pour dire et pourquoi il n'y aurait pas la possibilité d'être des co-financeurs, des co-employeurs à partir du moment où ce territoire, une ville, une intercommunalité, décide que la santé devient un élément prioritaire. En gros, on veut que les gens qui sont élus, issus du suffrage universel, puissent dire la santé pour nous, c'est autant une priorité que l'enseignement supérieur, que le développement économique, que le développement des voies de communication, que le désenclavement, et de dire si on veut pouvoir mettre cet argent, qui est celui du contribuable, sur telle priorité, on veut tous les outils pour pouvoir le faire. Et c'est vrai pour l'intercommunalité, c'est vrai pour les maires, et c'est vrai aussi pour les départements. Je l'ai dit, le département qui récupère tout le médico-social ne fait aujourd'hui désormais l'objet d'à peu près très peu de contestations parmi les élus. Il en fait encore beaucoup du côté de l'État, mais il en fait peu parmi les élus. Donc ce serait déjà des évolutions très significatives. Alors, toujours une question de Philippe Potier-Spéry. Que doit aborder, selon vous, le volet médico-social et santé du projet de loi 3D ? Confier la compétence, la délégation, et quand on dit confier un transfert de compétences dans une loi de décentralisation, c'est on transfère tout. On transfère les effectifs, on transfère tous les crédits, et il y a une autorité qui est responsable, en l'occurrence l'autorité du conseil départemental. C'est ça un transfert de compétences. Si on dit par exemple l'intercommunalité s'occupe en lien avec le plan local de l'habitat, du logement, on transfère tous les crédits du ministère du Logement, tous les effectifs du ministère du Logement. Ça s'est fait par le passé. Et ça s'est fait à une époque où on imagine, si les collectivités locales n'avaient pas pris la main sur les écoles, sur les collèges ou sur les lycées, l'état de dégradation des écoles, des collèges, des lycées. Donc quand c'est transféré, avec les budgets et les effectifs, ça marche beaucoup mieux parce que simplement les élus, ils fixent des priorités. Et lorsqu'il y a eu la grande loi de décentralisation qui a donné par exemple aux régions le soin de suivre l'évolution du bâti dans les lycées, les investissements ont été effectués. Mais il faut la même chose. Il faut la même chose dans beaucoup de secteurs, et c'est ça une grande ambition de décentralisation, et c'est ça, s'agissant du médico-social, pour les départements, de récupérer la main et de le fixer comme priorité, ce qui donnera une politique pour nos aînés dans tous les départements, vraiment, je pense, très avantageuse et très rassurante. Donc vous êtes favorable à de la différenciation, de l'expérimentation. Vous évoquiez aussi ce moment où est la politique de santé sur l'innovation, l'expérimentation, comment la promouvoir. Monsieur le Président, sur la différenciation ou la territorialisation, je trouve qu'il y a un exemple qui est très marquant, qui a été évoqué par Mme Salgado sur la présence de radon, qui est en fait un élément géographique. Au fond, l'histoire est dans la géographie, et toutes les politiques publiques derrière déclinent de cette géographie. Les Vosges, la Bretagne, la Guyane, c'est connu. Et effectivement, c'est un facteur où on vit sur ces terres, où il y a un caractère, je dirais, de sensibilité supplémentaire qui doit donner l'occasion d'une politique de prévention
mieux préparés et plus adaptés à la réalité de ces territoires, et des politiques de santé spécialisées autour de cela. C'est ça la territorialisation. Et par exemple, s'agissant de cette période que nous traversons de Covid, une territorialisation et une différenciation, c'était adapter la réalité des couvre-feux et des confinements en lien avec les demandes des territoires par rapport à l'évolution de la présence du virus. Le problème, c'est tout en même temps pour tout le monde. C'est pas vrai. Tout le monde ne vit pas en même temps, de la même manière, partout, n'a pas les mêmes possibilités d'avoir l'offre et la demande et l'accès aux soins au même instant. Et s'agissant d'un virus, sa circulation était différenciée. Donc c'est du pragmatisme, c'est de l'intelligence de situation, c'est surtout de la confiance avec les territoires. Merci. Alors Thierry Baudet, on va repréciser la question d'Anne-Marie Thomazeau parce qu'elle faisait référence à des déclarations du directeur de l'assurance maladie, Thomas Fatome, qui a annoncé que les CPTS, créés par cette loi de santé 2022, pourraient avoir une mission dans les crises sanitaires. Est-ce que le développement de ces CPTS est une bonne solution et comment la mutualité peut s'y associer, va s'y associer ? Peut-être un mot en prolongement de ce que disait le président Barouin sur le médico-social. Moi, je veux témoigner, nous sommes des gestionnaires du médico-social. On a les mutualistes, on a plus de 200 EHPAD, on a une 50aine de résidences autonomie, on a 200 services de soins et d'accompagnement à domicile. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, comme acteurs, nous souffrons d'un déficit de pilotage et de compétences qui sont trop éparpillées. D'une certaine manière, pour le dire de manière très simple, les calendriers, les objectifs d'un département ne sont pas toujours ceux de la puissance publique et on n'arrive pas à agir. Et il y a des enjeux majeurs sur le grand âge. On l'a vu pendant la période de la Covid. Nos aînés ont été, j'allais dire, un peu tenus. On a bien vu que nos aînés n'étaient pas au cœur des priorités sanitaires dans un premier temps. Et on a découvert, et c'est ce qu'a indiqué le président Barouin, on a découvert qu'il y a des enjeux considérables devant nous. Et dans la situation d'aujourd'hui, ma conviction, notre conviction, nous les mutualistes, c'est que nous ne parviendrons pas à y faire face. La plupart de nos concitoyens veulent rester à leur domicile. Ça suppose de renforcer le soutien à domicile. Moi, j'ai envie de dire on a deux enjeux considérables en matière de prise en charge des personnes âgées. On a découvert pendant la crise que nos EHPAD n'avaient plus rien à voir avec les maisons de retraite d'antan. Il faut davantage les médicaliser, leur donner davantage de moyens pour pouvoir mieux accompagner les personnes qui sont dans les EHPAD. Et ces nouveaux EHPAD, davantage médicalisés, devraient avoir un rôle pour se projeter sur leur territoire et soutenir le maintien à domicile. D'une certaine manière, j'ai envie de dire que l'avenir de l'EHPAD, c'est aussi le domicile. Et ça suppose vraiment de repenser le pilotage de l'ensemble du secteur médico-social. Et nous, mutualistes, sommes vraiment en phase avec un pilotage clairement identifié, unique, beaucoup plus clair. Pardon, sur votre question des CPTS, vous savez, si on se place du point de vue des Français, ces PTS, est-ce qu'ils ont vu une amélioration dans leur prise en charge ? Ils n'arrivaient pas jusqu'à présent à accéder à un médecin s'ils n'avaient pas de rendez-vous. Est-ce que les CPTS qui se sont mis en œuvre ont permis à ces Français d'accéder à un rendez-vous, à une consultation médicale sans rendez-vous ? Ce n'est pas certain. Le risque du CPTS, c'est qu'on nous invente un machin où on ferait, j'allais dire, de la coordination entre professionnels de santé sans que les Français en voient le bénéfice immédiat. Mais pour revenir sur ce que je disais précédemment, toutes les initiatives qui vont permettre aux professionnels de santé de davantage coopérer, de davantage travailler en équipe, y compris des équipes pluridisciplinaires, pour apporter des réponses nouvelles aux Français, elles vont dans le bon sens. Et il nous semble que les CPTS, ce n'est pas la solution, mais c'est en effet un outil qui peut permettre aux professionnels de santé de coopérer, comme il en existe d'autres. Et j'insiste, ne perdons pas de vue ce pourquoi ils sont faits, c'est pour améliorer l'accès aux soins des Français. Et c'est ce que vous disiez, François Barouin, la nécessité de décloisonner entre l'hôpital, la médecine de ville, les différents acteurs de la santé sur le territoire, de construire aussi des parcours. Alors avec le gros enjeu du maintien à domicile, du service et de l'articulation entre tous ces niveaux de service d'ailleurs.
On ne définit pas le bonheur à la place des gens. Les pouvoirs publics, ils sont là pour permettre à chacun de définir sa propre histoire, sa propre liberté et de la conserver. La plupart du temps, et l'évolution le montre, les gens souhaitent rester chez eux. Donc il ne s'agit pas de fixer un cadre bureaucratique pour dire « nous, on pense que ça va être ça la politique de santé ». Nous, les élus, on pense qu'il faut s'adapter à la réalité de la demande. Et la demande, elle est liée, en effet, de plus en plus à une volonté de rester le plus longtemps chez soi, si possible en étant médicalisé. Donc, quand on raisonne maison de retraite, on pense à un seul lieu. Une maison de retraite, ça peut être en réseau. Ça peut être une addition avec la télémédecine, le cadre général, la proximité d'une infirmière, des réseaux. Ce que font aujourd'hui toute une série d'acteurs dans le domaine de la santé est absolument extraordinaire et modifie complètement. On n'a plus à raisonner un bâtiment, un lieu, un personnel soignant. Voilà, le personnel soignant, il peut être en quelque sorte nomade et les personnes, elles peuvent rester le plus longtemps chez elles. Et si c'est leur souhait, c'est quand même une perspective d'espoir. Et derrière, nous, c'est à nous de définir le cadre harmonieux des différents acteurs publics. Et pourquoi la mutualité française est si précieuse également dans ce regard, c'est que l'économie sociale, le monde coopératif et mutualiste est un monde qui fonctionne en réseau. C'est leur présence sur les territoires qui permet, aux côtés justement des collectivités locales, c'est pour ça que ça a du sens que l'AMF et la mutualité soient ensemble au moment de la grande respiration républicaine, pour montrer que c'est au plus proche du coin de la rue, des numéros pairs et impairs, pour reprendre cette image, que nous arriverons à anticiper sur les politiques de santé. Mais il faut vraiment déplacer cette montagne incroyablement normée, normative. Et au fond, la politique de santé, ça ne peut pas être, et c'est un ancien ministre du budget qui vous le dit, la fixation de longue dame, une fois par an, avec juste une régulation budgétaire et la production de normes. Ça, c'est ce qu'on ne veut plus. Il faut des normes. Il faut un cadre général, il faut une certaine maîtrise, mais ça ne peut pas résumer la politique de santé française. Alors justement, une question d'Emmanuel Strasser. En début de mandat, les communes doivent réaliser leur analyse des besoins sociaux, l'ABS. Est-ce que le baromètre pourrait servir aussi de fil conducteur dans les réflexions, nourrir la réflexion et l'analyse des collectivités ? C'est un peu fait pour, quand même, Monsieur le Président. Oui, c'est un peu pour ça, en effet, que nous l'avons fait. Donc, il y a eu Voilà, c'est le premier, d'ailleurs. Ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres. C'est le premier. Il y a eu des élections municipales récemment. Il y a des nouveaux exécutifs locaux qui se sont mis en place. Comme l'a rappelé le président Barouin, on est présent sur les territoires à travers nos plus de 500 mutuelles, mais aussi nos unions territoriales et régionales. Et d'une certaine manière, je forme le vœu que ce baromètre permette à nos responsables mutualistes de terrain d'aller prendre contact avec les nouveaux élus et essayer d'imaginer ensemble des actions qui pourraient être conduites avec d'autres acteurs, naturellement, avec toutes les bonnes volontés qui sont sur les territoires pour apporter des réponses concrètes et améliorer les indicateurs sur les quelques sujets que nous avons pointés ce matin. Une question. Vous avez une nouvelle génération d'élus, Jean, vous le savez mieux que quiconque, et il est assez intéressant d'observer que dans toutes les équipes municipales, quelle que soit la taille, vous avez désormais un référent santé. Or, on l'a vu, le maire n'a pas de responsabilité en matière de santé. Donc, ça montre bien que la pression de l'opinion, les besoins, ramènent cette opinion publique vers le maire, vers son élu de proximité, pour pouvoir traiter tous les problèmes, y compris celui de la santé. Vous avez beaucoup de maires adjoints en charge de la santé. Ils n'existaient pas au mandat précédent, à l'exception des très grandes villes. Et puis, on a parlé démocratie sanitaire à l'hôpital, mais il faut aussi promouvoir la démocratie sanitaire sur le territoire, en dehors de l'hôpital. Et c'est effectivement les initiatives que vous évoquez à partir du référent. Là aussi, il y a une montée en puissance de cette compétence qui est conquise par les faits. Tout simplement. Oui, vous l'avez dit vous-même, vous avez parlé de l'assainissement, vous avez parlé de l'eau. Ça sont vraiment des politiques publiques d'anticipation. On sait par exemple que pour l'eau, les nappes phréatiques descendantes, les zones de captage vont être réorganisées. La qualité de l'eau, à travers ces investissements, sera un élément prioritaire. Prioritaire parce qu'il y aura une pression de l'opinion publique sur la qualité de l'eau et son prix, mais prioritaire parce que ce sera aussi la condition d'une bonne santé. Et c'est la même chose dans tous les secteurs des politiques de proximité que nous porterons. Alors, on a une question d'Anne-Marie Tomaso sur les mutuelles municipales. En matière d'accès aux soins, le développement de mutuelles municipales pourrait-elle être une piste à explorer ou plutôt privilégiée plutôt que la complémentaire santé solidaire ? Thierry Baudet.
C'est assez controversé, hein, les mutuelles municipales. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, on ne peut pas accéder aux soins sans mutuelle. On a une sécurité sociale de haut niveau, mais néanmoins, sans complémentaire santé, sans mutuelle, on n'accède pas aux soins. Plus de 96% de nos concitoyens, aujourd'hui, ont une complémentaire santé. Vous savez, le principe de soit on renvoie chacun à sa solitude et à son problème personnel, et il fait face à titre personnel à ses coûts de santé. Dans l'histoire de notre pays, on a pensé que les aléas n'étaient pas... qu'une personne ne pouvait pas faire face seule aux aléas qui pouvaient intervenir. Et donc, on a décidé de créer des systèmes collectifs. Avec notre vocabulaire à nous, c'est ce qu'on appelle la mutualisation. Vous savez, il n'y a pas d'argent magique dans les mutuelles et il n'y a pas de recette miracle. Si vous voulez avoir des tarifs qui sont des tarifs mesurés, il faut que vous arriviez, c'est le principe de la mutualisation et d'une mutuelle, dans une même organisation, à avoir des personnes jeunes et des personnes moins jeunes, des personnes bien portantes et des personnes malades. Et quand vous pouvez avoir en plus tous les niveaux de revenus, ça permet de faire jouer des solidarités entre les générations, entre les niveaux de revenus, entre les malades et les bien portants. C'est ça une mutuelle qui fonctionne. Et je comprends la logique des mutuelles communales, mais maintenant, si une mutuelle communale, ça signifie rassembler des personnes, pardon, je vais le dire crûment pour me faire comprendre, des personnes fragiles, avec peu de ressources et potentiellement très exposés au risque de maladie, ça va être très compliqué de faire vivre ce modèle-là et économiquement. Et je ne vois pas bien comment, dans la durée, on pourra le rendre accessible financièrement aux personnes qu'on veut protéger. En santé, c'est à travers les mutualisations les plus larges qu'on arrive effectivement à se protéger les uns les autres. Merci de la précision sur les mutuelles communales. L'AMF a laissé toute liberté à ses adhérents et ne s'est pas prononcé sur ce thème particulièrement. Alors, sur ce thème, comme sur le reste, l'AMF laisse à ses adhérents toutes les libertés. Je rappelle qu'on est une association d'intérêt général. On a cet honneur et cette chance de pouvoir rassembler toutes les communes de France, quelle que soit leur orientation politique, leur taille de population, et ce qui donne à la fois son indépendance et sa puissance. C'est d'ailleurs pour ça que l'AMF est aujourd'hui extrêmement regardée et écoutée dans les positions qu'elle prend, tout simplement parce que c'est la synthèse de ce que je souhaite globalement les élus au nom de l'intérêt général. Cette question des mutuelles, elle n'est pas médiocre parce qu'au fond, l'histoire sociale, quand vous regardez ce qui s'est passé au 19e ou au 20e, a souvent permis, dans des initiatives locales, de faire surgir un modèle qui ensuite est devenu un concept national. Les débats qui existent entre le fait mutualiste, le cadre général, doivent malgré tout laisser à chaque élu la possibilité de prendre une initiative. Je rappelle par exemple que le RSA aujourd'hui, anciennement revenu minimum d'accompagnement, a été produit par une initiative locale. Et vous avez aussi des cadres de solidarité à l'échelle municipale qui ont été à l'initiative de certaines petites communes. Après, il y a des bonnes, il y a des mauvaises idées, mais il faut justement laisser cette boîte à outils. Et les communes, c'est des boîtes à outils pour des idées qui peuvent se développer. Et puis on voit aujourd'hui le rôle irremplaçable dans la crise des CCAS, les centres communaux d'action sociale. Alors justement, surtout avec l'augmentation de la précarité. Oui, avec la précarité, effectivement. Justement, une question qui va sur la prévention. Et c'est Philippe Millet qui nous dit, concernant la prévention, parent pauvre de la santé, selon Thierry Baudet, quelle place voyez-vous pour l'alimentation santé? Et surtout, comment la mutualité pourrait s'impliquer dans ce dossier? Soutien d'acteurs impliqués dans cette alimentation. Et il propose, pourquoi pas, le remboursement des compléments alimentaires à efficacité prouvée dans la prévention du développement de certaines pathologies. Et notamment donc ces compléments alimentaires, jusqu'où vous devez aller Non, mais je crois qu'on peut encourager des comportements vertueux en matière d'activité physique adaptée. Si je voulais essayer une formule, je dirais qu'il vaudrait mieux rembourser le jogging que les statines, par exemple. Mais pour autant, où on pourrait rembourser 5 fruits et légumes par jour. Non, je crois que par les actions de prévention, on a encouragé des comportements vertueux. Moi, ce qui me frappe beaucoup en matière de prévention, c'est la question des inégalités. Finalement, il me semble qu'aujourd'hui, ceux de nos concitoyens qui sont
les plus sensibles aux questions de prévention sont celles et ceux qui ont déjà, j'allais dire, un capital éducatif, culturel, social qui leur permet d'être attentifs à leur bien-être. Donc le premier enjeu pour moi de la prévention, c'est d'essayer d'aller toucher les personnes qui en ont le plus besoin. Pour ça suppose, encore une fois, une vraie présence de proximité pour aller chercher les personnes. C'est le dernier kilomètre. Là, en l'occurrence, on peut parler du dernier mètre. Et c'est ce que nous essayons de faire au niveau de la Mutualité française. Et déjà aujourd'hui, nous sommes le premier acteur privé de prévention et le deuxième acteur de prévention après l'assurance maladie obligatoire. Mais je crois que pour changer d'échelle, encore une fois, il faut vraiment des plans territoriaux de prévention dans lesquels nous pourrions nous engager et nous investir avec plus d'efficacité encore. Une question de Mariona Vivard, News Assurance Pro. Êtes-vous favorable à un assouplissement du cadre de la téléconsultation prise en charge par l'assurance maladie? Et comment imaginez-vous à l'avenir cette téléconsultation après la pandémie? Écoutez, moi j'observe qu'il y avait beaucoup de freins qui étaient mis à la téléconsultation. Je crois qu'il y a eu une explosion considérable avec la crise de la Covid. Encore une fois, il me semble que la consultation, la téléconsultation, la télémédecine, l'e-santé, c'est un outil supplémentaire mais qui ne doit pas se substituer, encore une fois, à cette médecine qui peut et qui doit demeurer humaine. Moi, je vais donner un exemple très concret. On a parlé des personnes âgées vieillissantes et des EHPAD. Une personne âgée malade, le fait de la transporter pour aller voir un médecin spécialiste peut être source de fatigue et de complications. Si dans l'EHPAD, à côté de cette personne âgée, on a le médecin coordonnateur de l'EHPAD ou une infirmière de pratique avancée spécialisée en gériatrie, la téléconsultation, à ce moment-là, elle va prendre toute sa valeur parce que la personne âgée va être mise en contact avec le professionnel de santé spécialiste qui est à plusieurs kilomètres. On va rapprocher l'expertise de la personne âgée et pas la personne âgée de l'expertise. Et il va y avoir en quelque sorte un lien, une médiation qui va être faite par le professionnel de santé qui est à proximité de la personne âgée. Je crois que c'est vraiment en mêlant, en combinant technologie, e-santé, e-médecine et proximité humaine qu'on va tirer les pleins bénéfices de ces avancées techniques et technologiques. Alors, c'était le premier enseignement du baromètre, vieillissement de la population, avec aussi des pathologies qui sont différentes, des maladies chroniques qu'il faut accompagner en permanence, donc de nouvelles façons aussi d'être auprès de ces populations les plus vulnérables. Là encore, des initiatives, des expérimentations, les innovations, mais la question est toujours celle de l'évaluation derrière. Oui, enfin, ce qui compte, c'est ce qui marche, et c'est ce qui marche avec un prix acceptable. On est quand même dans un pays, si on est en dehors du Covid, qui a continué d'augmenter ses dépenses d'assurance maladie au-delà de l'évolution du coût de la vie. Donc on ne peut pas dire que ce soit un pays qui ait réduit son effort en matière d'implication, d'accompagnement des Français dans une meilleure santé au quotidien. Mais on peut dire, à la lumière de baromètres, qu'il y a de telles disparités qu'il faut absolument les corriger, qu'il y a quand même un fonctionnement, nous l'avons évoqué à de nombreuses reprises, on ne va peut-être pas insister, l'épaisseur du trait sera peut-être un peu grand, quand même ultra centralisé, ultra vertical, et ça, il faut faire évoluer cette politique-là. Et l'État s'en portera mieux d'ailleurs. Et il s'en portera mieux parce qu'il pourra avoir les moyens et la vélocité de remuscler en quelque sorte son jeu là où on l'attend. Et il aura des partenaires extrêmement solides qui permettront justement de répondre à ces problèmes d'anticipation et de préoccupation. Mais il faut utiliser aussi les nouvelles technologies, le numérique, l'intelligence artificielle. Tous ces acteurs du domaine de la santé sont des acteurs de progrès en la matière, si pour le coup ils sont bien accompagnés dans un cadre qui est bien fixé, pas eux qui le définissent, mais qui est fixé au nom de la puissance publique, qui peut vraiment permettre à des gens de vivre beaucoup plus longtemps et en meilleure santé, et partout sur le territoire. J'insiste, et partout sur le territoire. Alors justement, partout sur le territoire, une question d'Antonio Rodriguez pour l'AFP. Comment on va appréhender la campagne de vaccination dans les déserts médicaux? Puisque là, il y a un problème aussi. Donc,
de possibilités de réponse, d'organisation de la réponse qui va être différente dans ces déserts médicaux, qu'ils soient d'ailleurs des déserts urbains en banlieue ou dans le rural profond, parce que là aussi, quand on dit déserts médicaux, il y a toute cette diversité des situations. Le désert médical, il est pas uniquement parce que vous avez 3 habitants au kilomètre carré. Hein. Vous pouvez avoir un désert médical avec 150 habitants au kilomètre carré ou 200. Là, une fois encore, c'est à l'État de le définir. Je pense qu'on doit lui faire confiance. Pour ma part, je lui fais confiance. Et je fais confiance à la haute autorité de santé pour fixer le cadre général. Il est certain, et ça nous en sommes convaincus, que l'État, dans son organisation actuelle, aura du mal à un moment, en fonction de la montée en charge de la puissance de cette campagne de vaccination, qui est un grand espoir, parce que ça va normaliser progressivement les relations sociales, ça permettra de réhabiliter un cadre de vie en commun. Et il faut encourager cette campagne, il faut l'accompagner. Je précise d'ailleurs, puisque j'avais favorisé Public Sénat, d'une confidence intime sur une hypocondrie naturelle qui me menait plus à avoir peur des piqûres. Voilà. Mais comme je me fais vacciner contre la grippe depuis de très nombreuses années, puisqu'on doit se favoriser de toutes les confidences désormais les plus intimes. Et évidemment, le moment venu, lorsque tous les publics prioritaires auront été accompagnés, je serai moi-même un citoyen parmi d'autres qui se protégera, parce que j'ai plus peur du virus, évidemment, que de la manière dont nos professionnels de santé nous accompagnent et nous protègent. Et donc sur ce sujet-là, nous serons des acteurs aux côtés de l'État pour les protéger. Mais dans des régions où vous avez 7, 8, 9, 10 habitants au kilomètre carré, et effectivement il y a la distance, les communes pourront aider à mettre en place des lieux, des accompagnements, des protections, respectant les barrières sanitaires, le cadre des masques, parce qu'il ne faut pas se tromper, s'il y aura une normalisation des relations sociales grâce à l'évolution de la présence de ce vaccin de manière plus large un peu partout pour arriver à l'immunité collective, le virus sera toujours là et il va circuler, il est là désormais, il est présent. Donc il faudra vivre avec, se vacciner et avoir un cadre protecteur un peu pour tout le monde. Là, les communes pourront aider. Des lieux, un accompagnement, éventuellement des agents territoriaux qui permettront de faire le déplacement d'un médecin. Enfin, on est prêt, on est disponible, y compris pour être des acteurs, y compris sur les frais de déplacement et y compris sur le frais de la logistique, parce qu'il y aura beaucoup de logistique. Et la logistique, on l'a vu, les collectivités locales ont été quand même beaucoup plus efficaces et plus agiles que l'État ne l'a été, tout simplement parce qu'il s'est dépouillé depuis de nombreuses années de ce dispositif de logistique intégré au ministère de la Santé. Alors justement, question subsidiaire, est-ce que ces agents territoriaux qui développent le service public local au quotidien doivent être prioritaires pour la vaccination ? Ce n'est pas au maire de le dire, c'est à l'État, au ministère de la Santé de dire tel type de public est prioritaire, tel type de public étant fragilisé est prioritaire, ou tel type de public étant un peu plus au contact que d'autres du virus, devient prioritaire. Nous accompagnerons cette hiérarchie fixée par l'État. Et comment le président de la Mutualité française se met en ordre de marche par rapport à cette campagne de vaccination, ces campagnes de vaccination qui vont commencer bientôt ? Historiquement, la Mutualité a toujours soutenu l'idée de vaccination. La vaccination, d'ailleurs, a toujours été plus ou moins contestée au moment où les premiers vaccins arrivaient. Simplement, on a des générations très nombreuses qui ont vu, d'une certaine manière, l'extinction de la polio, de la rougeole. Mais j'ai envie de dire qu'avec l'extinction des... Enfin, c'est l'extinction de la polio, de la rougeole, qui a été un formidable facteur d'adhésion à l'idée de la vaccination. Mais peut-être que, d'une certaine manière, le vaccin est victime de son succès. Les générations qui ont connu ces périodes-là elles-mêmes disparaissent. Et c'est comme si la mémoire populaire avait un peu oublié, j'allais dire, les bénéfices de la vaccination. Moi, ce que je crois, nous mutualistes, c'est qu'on pense que l'idée mutualiste, c'est qu'ensemble, on est plus fort. C'est qu'il ne faut pas il y a l'idée d'altruisme derrière l'idée de mutualisme. Et je pense que derrière l'idée du vaccin, il y a profondément l'idée de l'altruisme. On se vaccine d'abord
pour protéger les autres. Et peut-être aujourd'hui, dans un certain nombre de débats, un certain nombre de Français se recentrent un peu sur leur personne, le fameux individualisme dont on parle beaucoup. Si c'est bon pour moi, je vais me vacciner. S'il y a un risque pour moi, je ne vais pas le faire. Donc encore une fois, nous les mutualistes, on essaiera, parce que c'est notre histoire, notre culture, notre sensibilité, de reparler de l'altérité, de l'altruisme de l'autre. Et encore une fois, se vacciner, c'est d'abord protéger l'autre. Et ça contribue d'une certaine manière à faire société. Mais comme ça a été dit dans le cas présent, il faut faire preuve de pédagogie, il faut expliquer. Je pense que personne n'a envisagé d'ailleurs l'obligation, mais ça n'aurait pas fonctionné. Il faut, nous on va le faire, il faut que d'autres vont le faire, il faut qu'on reprenne notre bâton de pèlerin, je ne sais pas quoi, et puis qu'on fasse la pédagogie du vaccin, qu'on sache parler de l'autre, d'altruisme, d'altérité. Merci Thierry Baudet. Alors, ensemble, on est plus fort. Vous avez envie de l'être par rapport à ce premier baromètre, donc, qui enclenche aussi une évaluation continue, peut-être avec les évolutions que vous savez souhaiter. Et François Baroin, pour conclure notre conférence de ce matin, donc agir sur le court terme, et on le voit avec cette actualité de la crise sanitaire, mais aussi construire des territoires de santé sur le long terme. Nous sommes extrêmement fiers à l'Association des maires de France de ce partenariat avec la Mutualité parce que nous le souhaitions. Nous souhaitions également être à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire mettre la santé en rang 1 des priorités de proximité. Et nous souhaitons l'inscrire en effet dans la durée. Ce sera un outil pour nos réseaux, bien sûr, mais c'est également un outil pour les Français parce que c'est un outil objectif qui donnera des photographies à un instant T, à la fois une fois par an, mais au gré aussi des différentes évolutions. Il s'est quand même passé depuis 1 an dans le domaine de la santé une période absolument incroyable qui marque pour l'éternité les contemporains que nous sommes, c'est-à-dire à l'échelle de notre vie, mais qui restera aussi dans les livres d'histoire pour lesquels nous avons le devoir de mieux anticiper, de mieux préparer et au fond de mieux protéger. Si nous parlons de vaccination à la fin et que nous en soulignons l'importance et l'importance de la pédagogie pour le plus grand nombre, le cadre protecteur, lever toutes les interrogations, c'est ce que j'ai fait à l'instant sur tous ces sujets, c'est parce qu'après la première étape concernant les masques et puis celui des tests, celui de la vaccination est d'un enjeu beaucoup plus important, parce qu'il est structurant pour le cadre général d'une planète qui va vivre certainement avec des virus qui vont se développer ou les contemporains de cette planète dans les périodes qui viennent, une génération, 2 générations, 3 générations, 60 ans ou 80 ans, auront à vivre, à modifier leurs pratiques, mais en même temps à avoir aussi toujours la possibilité de définir la propre liberté que j'évoquais tout à l'heure sur leur propre chemin du bonheur. Et c'est ce cadre-là qui fait que dans le domaine de la santé, travailler main dans la main entre les élus, avec la légitimité que nous savons, et la Mutualité française, avec la crédibilité et les réseaux qui sont les leurs, donne aussi de l'impulsion, de la dynamique autour de cette politique de santé. Et nous le ferons naturellement avec l'État, aux côtés de l'État, et pour servir d'une certaine manière une certaine idée de l'État. Merci messieurs. Alors vous pouvez retrouver le baromètre complet sur le site de l'Association des maires de France avec aussi des initiatives et des informations sur les politiques de santé. Merci.